Sur la première, 7h36, abordons maintenant les relations compliquées, on va dire ça comme ça, entre la Suisse et l'Union européenne, la voie des bilatérales dans l'impasse, l'agacement du côté de Bruxelles. Alors ces tensions sont-elles passagères? Comment sortir du blocage institutionnel et comment trouver une solution dans l'épineuse question de la fraude fiscale sans plomber pour cela la place financière suisse? Pour en parler, le plaisir ce matin d'accueillir le vice-premier ministre belge, ministre fédéral des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des Affaires européennes, Didier Reynders. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hier, vous remettiez des décorations en Valais aux autorités locales après le drame de Sierre. Vous êtes ce matin dans nos studios de Berne avant de rencontrer Madame Widmer-Schlumpf tout à l'heure à 8h. La perception de la Suisse, disais-je, du côté de Bruxelles, un certain agacement à l'égard de Berne, vous confirmez, c'est de cela qu'il s'agit? On peut peut-être avoir cet agacement dans les équipes chargées de négocier pour la Commission européenne. Ce sont de longs débats. Mais je dirais qu'il y a quand même un élément positif. On a reçu au mois de juin maintenant une proposition de la présidente de la Confédération pour voir comment relancer un dialogue sur nos relations institutionnelles. Et on voit quand même un certain nombre d'éléments positifs dans cette proposition. C'est l'occasion de redémarrer, et de redémarrer peut-être sur de bonnes bases. Alors, on est en train d'examiner ces propositions. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure avec la présidente et avec mon collègue en charge des affaires étrangères. Et vous savez, il y a toujours une distinction entre la volonté de l'Union européenne et celle de la Confédération. Ça n'est pas nouveau. Il y a une volonté de travailler bilatéralement, sujet par sujet, quand on se trouve du côté de la Confédération. Dans l'Union européenne, on a plutôt tendance à dire travaillons de manière horizontale sur tous les sujets en même temps et essayons d'avoir une logique un peu plus supranationale. Alors ce qu'il faut, c'est trouver un terrain d'entente. On le fait encore sujet par sujet. J'ai un collègue belge qui est venu récemment voir la situation dans le secteur de l'électricité, par exemple. Là, il y a une volonté de la Confédération d'entrer sur le marché européen. Évidemment, si on veut entrer sur le marché européen, il faut aussi accepter un certain nombre des règles de ce marché. Alors, on le fait encore sujet par sujet. Est-ce que, à terme, la stratégie, sujet par sujet, la stratégie dite des accords bilatéraux est condamnée? Est-ce que la Suisse, selon vous, n'aura pas d'autre choix que de reprendre un jour l'acquis communautaire? Je ne sais pas si ce sera une fatalité. Je pense simplement que nous avons un espace économique. Et cet espace économique européen, on aurait probablement pu, il y a un certain nombre d'années, y intégrer la Suisse. Ça n'a pas été le cas. Alors, on essaye de travailler... Vous le regrettez? Moi, je le regrette. Je pense qu'à l'époque, ça aurait été un très bon choix, mais je viens d'entendre que vous allez voter prochainement sur d'autres sujets. Je respecte le choix de la population suisse. C'est normal. C'est un système démocratique qui fait qu'à un moment donné, on accepte ou non. Mais je crois que si on l'avait fait, on aurait pu faire des pas en avant beaucoup plus importants. Et aujourd'hui, finalement, ce qui est sur la table, c'est de tenter de se rapprocher un peu, malgré tout, de cet espace économique. Et donc, de discuter, c'est vrai, sujet par sujet, mais de couvrir le tout. Et on y arrive quand on regarde la situation des négociations. Alors le problème maintenant, c'est de voir comment intégrer ça dans un cadre un peu plus institutionnel. Comment faire en sorte que la négociation qui s'est faite sujet par sujet fasse vraiment l'objet d'un tout. Ce qui est parfois énervant, pour reprendre votre expression, quand on regarde la situation depuis l'Union européenne, c'est que par moment, une décision spécifique pourrait tout remettre en cause. La Croatie rejoint l'Union européenne. Il va évidemment falloir qu'en Suisse, on accepte d'intégrer aussi la Croatie dans la perspective de relations avec l'Union européenne. Si ça n'était pas le cas, ça mettrait à mal tout ce qui a été négocié. C'est la clause guillotine, oui. Voilà. Alors, cet effet guillotine, ça, je veux dire, même en France, on l'a supprimé quand même depuis très longtemps. C'est pas gagné pour la Croatie. On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure, l'Association suisse de défense des locataires, les syndicats aussi disent, nous, on réserve notre jugement par rapport à la Croatie. En Suisse, des attaques croissantes se font jour contre la libre circulation. Il y a la crainte de dumping salarial, ça c'est la crainte du côté des syndicats. Je parlais de l'Association des locataires, on dit que c'est l'immigration qui fait pression sur le logement. Et puis Berne, qui a actionné la fameuse clause de sauvegarde. Est-ce que ça a été mal perçu, cette clause de sauvegarde à Bruxelles? De nouveau, je crois qu'il faut faire la distinction entre ceux qui négocient et qui, évidemment, sont toujours heurtés quand il y a un frein ou quand il y a une disposition comme celle-là qui est utilisée, et puis les politiques qui regardent la réalité. On a quand même utilisé dans l'Union européenne, pendant une très longue période, la même clause de sauvegarde, d'une certaine façon. Plusieurs États européens ne souhaitaient pas ouvrir complètement leurs frontières. Et donc on a mis du temps pour intégrer de nouveaux partenaires, même après leur adhésion à l'Union européenne. Donc que la Suisse mette encore un peu plus de temps, ça ne me paraît pas totalement anormal. Mais ça démontre bien que même vis-à-vis des nouveaux adhérents, il y a des mécanismes qui permettent de les accepter, tout en ayant, par exemple, ces clauses de sauvegarde. Cela étant, je crois que ce que vous évoquez en matière de migration, de logement, de dumping, c'est très typique d'une situation de crise économique.
pendant toutes les crises économiques, on se trouve confronté, que ce soit en Suisse, en Europe ou ailleurs, à un retour à une sorte de protectionnisme, de repli sur soi, de fermeture. Moi, je le regrette, mais c'est un constat. Dans tous les cycles économiques, on a toujours vu cela. Et on l'a vu à l'occasion de toutes les élections dans les pays de l'Union européenne. Je suppose qu'on le constate aussi dans les votations en Suisse. Il y a une tendance assez naturelle à croire qu'on va s'en sortir mieux tout seul. Mais je constate qu'en général, ça n'est pas le cas. Donc la Suisse ferait part d'un peu de protectionnisme. Mais je crois que tous les pays aujourd'hui, pendant cette crise que nous vivons, ont cette tendance. Alors vous dites la Suisse. Non, je crois qu'il est courant dans l'opinion. Vous savez, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, mais c'est vrai en dehors, et je le crains, c'est certainement vrai aussi en Suisse, il y a des mouvements populistes qui apparaissent chaque fois et qui se renforcent, chaque fois que la crise frappe. Et ça, c'est un courant que l'on doit pouvoir intégrer dans le débat politique. J'ai vu ça dans des élections importantes en Europe. On a vu des rejets parfois par des formations politiques de l'idée européenne même ou de l'idée de l'euro. Alors, ce n'est pas très difficile de vendre cela quand l'euro est en difficulté, mais il ne faut pas oublier l'acquis. Et je crains d'ailleurs que quand on parle de l'acquis communautaire, j'ai entendu encore le mot tout à l'heure, on semble parler de thèmes économiques et techniques. Je rappelle quand même que l'acquis communautaire en Europe, c'est d'abord la plus longue période de paix sur le continent, et c'est l'intégration de plus en plus de pays dans la démocratie. Dans le Sud, les dictatures du Sud de l'Europe sont entrées dans l'Union, et puis bien entendu, après la chute du mur de Berlin, on voit maintenant, tout le monde trouve normal qu'il y ait des systèmes démocratiques dans des pays qui étaient sous le joug soviétique. Alors cet acquis-là, il est quand même assez extraordinaire. Ça n'est pas parce qu'une crise économique, et il y en aura encore d'autres à l'avenir, frappe le vieux continent, que l'on doit abandonner toute cette logique de création de la paix, de la démocratie, d'un certain nombre de valeurs universelles. Alors, Monsieur le Ministre, abordons maintenant la question des banques et de la fiscalité avec Rubik. Vous en avez entendu parler, ce fameux modèle d'impôt libératoire à la source. Un accord a été signé avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pas encore ratifié avec l'Allemagne. Il y a d'ailleurs une forte opposition des lenders. Les négociations sont à bout touchant avec la Grèce. Est-ce qu'en Belgique, vous pourriez entrer en matière avec ce modèle Rubik? Est-ce que c'est acceptable? Alors, j'ai exercé pendant 12 ans les responsabilités de ministre des Finances en Belgique jusqu'à la fin de l'année dernière. Nous avions eu des contacts, donc il y a eu de premiers contacts sur le sujet. On n'est pas opposé à l'idée d'avancer vers une formule qui permettrait effectivement de régler le passé, parce que c'est peut-être l'élément important de ce type d'accord, de solder le passé, et puis de repartir alors sur de nouvelles bases. Mais je voudrais être très clair, les nouvelles bases, le système Rubik ou tout autre système, ce ne sera jamais qu'un système de transition. À terme, alors je ne sais pas à quelle échéance, j'ai vu que l'ancien président de la Banque centrale suisse disait que c'était aussi une fatalité, à terme on ira vers un échange automatique d'informations. Ça se fera peut-être très progressivement, mais on ira vers cet échange automatique d'informations. Pourquoi? Ce sont des citoyens européens qui ont une épargne quelque part dans le monde. Et ce que nous souhaitons simplement en Europe, c'est le savoir et pouvoir nous-mêmes prélever l'impôt. Je sais par exemple que les cantons suisses sont particulièrement jaloux de leur responsabilité et de leurs prérogatives fiscales. Vous comprenez bien que des États de l'Union européenne ont exactement cette même préoccupation. Donc pour moi, que dans une période de transition, et en Belgique, je proposerai d'ailleurs à mon collègue en charge des finances de reprendre ses contacts, que l'on essaie de trouver une formule. Et surtout, ce qui est intéressant pour solder le passé, pour situation assainie qui permettent de redémarrer, ce serait une bonne chose. Mais pour l'avenir, il faut se mettre en tête que rien ne changera dans l'Union européenne, dans les relations avec la Confédération, tant que l'on n'aura pas un progrès plus important vers l'échange d'informations. Mais les banques n'en veulent pas. Les banques n'en veulent pas, l'échange automatique. Oui, mais enfin, il faudra un jour comprendre que ce ne sont pas les banques qui dirigent le monde. Je veux dire, il faut quand même encore de temps en temps, je pense que chacun se rend compte que ce sont les citoyens et que parmi les citoyens, je crois ici aussi, il y a une évolution qui fait que l'on souhaite quand même aller vers une autre organisation de nos relations, et nos relations notamment dans le secteur du prélèvement de l'impôt. On vient de traverser, on est toujours en train de traverser une crise bancaire particulièrement importante. On ne va quand même pas se dire que ce sont les banques qui vont faire la loi. Un mot quand même sur ces CD volés. Vous avez vu ça de la part de certains lenders allemands, et notamment le principal, Rhénanie-Westphalie. Vous comprenez que certains lenders allemands achètent des CD volés avec des noms de clients? En Belgique, ça pose de toute façon problème, parce que ça pose le problème de la légalité de la procédure ensuite, quand on veut utiliser des documents volés, où il y a une série de règles évidemment à respecter. Mais ça montre bien
Là, parce que vous parliez tout à l'heure d'énervement, je dirais le niveau d'agacement extrême dans un certain nombre d'États ou de régions d'Europe. Parce que je le répète, ces Länder, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est connaître une information à propos de leurs citoyens. Or, je suppose que c'est la même chose pour un citoyen suisse. Si vous êtes totalement en ordre dans vos papiers, vous n'avez aucune hésitation à transmettre de l'information à l'autorité. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose que l'on veut cacher. Voilà. Et c'est ce raisonnement-là que l'on essaie de rompre à un moment donné par l'échange d'informations. Mais je le répète, dans une période transitoire, si l'on pouvait, par un certain nombre d'accords, solder le passé, donc ne plus se poser sans arrêt la question de ce qui s'est passé au fil du temps, et puis redémarrer sur de nouvelles bases, pourquoi pas? Et pourquoi pas avec un système comme celui qui est proposé, mais en ayant en tête qu'à terme, l'objectif, c'est l'échange d'informations. Et je pense d'ailleurs que la qualité des services financiers fournis en Suisse permet tout à fait d'aller vers cela. Ça permet de dire, ce qui va faire la force du système financier, ce ne sera plus le secret, mais la qualité des services.